de quel type? Sur les expositions. Sur les expositions coloniales, à propos des pavillons des douanes et régies. Je pense par exemple en 1906, il semblerait qu'il y avait une maquette de la manufacture. Voilà, j'en ai pas retrouvé trace, donc je me demandais s'il y avait éventuellement ce genre de choses. Et deuxième question, je te laisserai répondre. C'est sur l'atlas statistique, les brouillons de l'atlas statistique. Est-ce qu'il y a tous les brouillons de toutes les planches? Ou est-ce qu'il y a des lacunes? Et bon, parce qu'évidemment, la planche, un petit peu, ça m'intéressait de savoir comment il a fait pour arrondir les chiffres du point de vue de la consommation par tête, puisqu'il a proposé une évaluation de la consommation par tête, et je trouvais ça intéressant. En refaisant des calculs par rapport aux autres données que j'avais à disposition, j'ai pu voir à peu près comment il avait fait, mais ça pourrait être intéressant de voir s'il avait pris ça en note sur les planches ou pas. Voilà. Sur ta première question... Remets ton micro peut-être. Ça marche on va. Je suis pas sûr. On va poser la question. Parce que moi je ne le vois pas ici. Donc... Oui, donc par rapport à ta question, ta première question sur les expositions coloniales et sur cette question des régies, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans le Fond-Brunier. En revanche, si c'est pas dans le Fond-Brunier, il y a aussi aux archives de la Chambre de commerce de Marseille des dossiers qui relèvent donc de l'Institut colonial de Marseille et qui renvoient donc à l'organisation de cette exposition. Et là, il peut y avoir des documents. Donc, en fait, typiquement, de manière très pratique, puisqu'on est aussi dans une journée d'études assez pratique au niveau des choses, des outils qu'on peut présenter, si tu veux, par exemple, faire cette recherche auprès de la Chambre de commerce, il faut à la fois demander à Sylvie Drago de lancer à la fois une recherche dans les dossiers classiques de la Chambre de commerce, donc qui sont des dossiers thématiques. Il y a des dossiers, par exemple, sur les expositions coloniales, il y a des dossiers sur l'Institut colonial, etc. Et ensuite de lancer la même recherche dans le Fond-Brunier. Mais de mémoire, dans l'inventaire sommaire que j'ai fait, j'ai pas souvenir de cette précision-là dans les documents concernant l'exposition coloniale. C'est plus des correspondances, c'est plus des documents iconaux, c'est plus quelques documents parfois un peu particuliers, comme des documents qui relèvent des documents exposés, hein, comme les petits encarts sur les bois. Mais sur ta demande, j'ai pas le souvenir. Ensuite, deuxième question, c'était les planches. Les planches. Enfin, les brouillons. Les brouillons. Non, malheureusement, on n'a pas. D'abord, deux choses. On n'a pas un carton qui soit identifié dans lequel on dit voilà, là, il y a tous les brouillons de l'Atlas. Il y a parfois des documents qui sont en fait des documents de collecte de données, donc de collecte intermédiaire. Après, en réfléchissant, on se rend compte qu'il les a utilisés dans l'Atlas, mais c'est pas classé, c'est pas identifié comme tel. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que le travail sur cet Atlas, c'est un travail au long cours. Il a effectué, bon, pour les besoins de cette publication, il a effectué des travaux précis et une collecte d'informations précises et particulières. Il a effectué un travail précis, notamment dans la réflexion justement sur la sémiologie graphique, sur ces choses-là. Là, on voit qu'il y a justement le dossier que j'ai sorti de Brouillon. Il ne porte pas sur une planche en particulier, mais il porte plutôt sur la manière de présenter les chiffres, de manière générale. Donc, des histogrammes, le choix notamment de quelques codes graphiques pour les cartes, etc. Mais on n'a pas toujours les épreuves ou les brouillons des planches. Donc, comme c'est un travail au long cours, il faut essayer de... C'est pour ça qu'il y a un vrai travail aussi d'historien et d'historienne à mener sur ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre, de reconstituer la façon dont l'accumulation de données au long cours
dans tout ce qu'il a pu collecter, dans ses lectures, en tant qu'administrateur, en prise directe face à des réalités économiques ou à des réalités sociales ou démographiques, voir comment ensuite il a pu les remouliner, les mouliner et les remouliner pour l'atlas statistique. Et de quelle façon ça s'est fait. Et ce n'est pas un travail facile parce que ces pièces sont éparpillées sur les 300 boîtes. Et en plus, on a une qualité de document aussi qui n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'on a des documents qui sont vraiment à l'état de brouillon et qui sont difficilement lisibles. Ça, il faut le dire, avec des chiffres qui sont très difficilement lisibles. Voilà. Donc, voilà quelles sont un petit peu les quelques pistes de réponse que je peux éventuellement apporter par rapport à tes questions. Mais du coup, c'est typiquement le genre d'information qu'on peut avoir dans les cartons sur l'opium en particulier. Ce type de calcul qu'il a pu faire, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ces cartons-là. Oui, alors dans des carnets de notes, etc. Alors, concernant l'opium en particulier, la grande totalité des cartons identifiés opium, je parle vraiment des cartons identifiés opium, pas des documents qu'on peut trouver dans d'autres cartons qui pourraient concerner cette question. C'est essentiellement en fait des documents que l'on retrouve actuellement dans les fonds numérisés de la SDN. Là aussi, dans les discussions qu'on a avec la Chambre de commerce de Marseille sur qu'est-ce qu'ils vont faire de ce fonds, ils vont l'ouvrir aux chercheurs, ça c'est le premier point, tel quel, dans son jus. Et ensuite, dans éventuellement un autre chantier qui pourrait avoir lieu sur ce fonds-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas, parce qu'il y a aussi des questions effectivement de place. La Chambre de commerce, c'est une institution qui n'a pas forcément beaucoup de place dans ses réserves. Actuellement, il y a plus de 4 km d'archives et le palais de la Bourse, en fait, n'est pas taillé pour accueillir des fonds aussi importants. D'autant qu'en plus, il y a d'autres fonds qui continuent de rentrer aux archives de la Chambre, qui sont les fonds de service de la Chambre de commerce de Marseille. Donc, ça pose des questions, ça pose la question de savoir le vrai travail archivistique qui va être mené sur ce fonds, de ce qui va être sélectionné, ce qui va être gardé ou pas. Ce qui peut faire doublon, par exemple, ce qui est à la fois original et ce qui peut faire doublon par rapport à d'autres pièces, notamment de la SDN, qu'on peut trouver aujourd'hui en accès libre gratuitement sur Internet. Depuis qu'il y a eu le programme de numérisation, pardon, je voulais le dire. Mais parce que c'est tout frais, c'est vrai. C'est tout frais, oui, c'est assez récent. On peut mentionner, mais effectivement, c'est une ressource. Qui est encore vraiment intéressante. Merci pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit en ligne ou dans la salle? Oui, c'est mes notes. Oui, pardon. Je te vois les télés. Je me disais, je n'avais pas écrit autant. Il y a un point rouge dans les questions, là? Non, moi je ne vois rien de particulier. Non. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la dernière question. Merci beaucoup, Fabien. D'Olivia Pelletier qui va nous présenter la documentation archéologique aux ANOM sur Indochine pour prendre un peu de hauteur, surtout les territoires qui ont été étudiés aujourd'hui. Peut-être. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté. Merci de me donner la parole. Donc, j'ai la difficile tâche de finir, pas de clôturer, mais de finir. Donc, j'espère que je vais réussir à garder toute votre attention après toutes ces interventions passionnantes. Donc, tous les intervenants ont remercié les ANOM pour leur accueil. Donc, à mon tour de remercier Béatrice Touchelet et Thomas Claret d'avoir choisi ce sujet d'exposer et d'avoir choisi le lieu, même si effectivement ça tombe un peu sous le sens, mais c'est toujours un grand plaisir pour les ANOM, pour les archivistes de manière générale, d'être en connexion directe avec les historiens et les usagers des archives, puisque le cœur de notre métier, c'est faire du récollement, comme vous l'avez fait, et du classement, mais c'est avant tout pour que ça serve effectivement à la recherche. Donc, je vais essayer d'être rapide, puisqu'il est déjà 4h moins 10. Donc, on m'a demandé de faire une présentation générale. Si elle est trop générale, bien, on pourra poser des questions à la fin. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, les Archives nationales d'outre-mer sont installées ici à Aix-en-Provence depuis 1966. Nous sommes ici dans l'ancienne salle de lecture
du premier bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a ici la plaque d'inauguration qui nous rappelle que André Malraux en personne est venu inaugurer ce bâtiment, qui avait donc pour vocation dès le départ de conserver et de mettre en valeur donc les archives, l'ensemble de la documentation des archives des anciennes possessions françaises. Et à ce titre, donc, les ANOM, qui s'appelaient avant le CAOM, certains d'entre vous ont peut-être connu le Centre des archives d'outre-mer, donc avaient en charge les archives produites par l'administration française donc, en Indochine entre 1858 et 1954, ainsi que les documents émanant du secrétariat d'État à la marine, puis du ministère des colonies. Donc là, évidemment, je ne vais parler que de l'Indochine, hein, alors que dès le départ, quand on parle des possessions françaises depuis l'Ancien Régime, on parle évidemment d'autres territoires hein, sur les 5 continents. Mais donc, moi, je vais vous parler des fonds d'Indochine dont je m'occupe ici, en fait, depuis 17 ans. Donc, ces archives sont le reflet d'une histoire administrative et archivistique complexe. Il faut toujours avoir ces deux aspects en tête. Les archives émanent d'une histoire administrative, hein, comme vous avez pu le voir à travers les précédentes interventions, mais aussi d'une histoire archivistique. Ces archives permettent d'éclairer différents aspects de la recherche historique qui concernent les territoires de l'Indochine française, donc on l'a dit et répété, c'est le Cambodge, le Laos et le Vietnam, et donc le territoire de Quam Chewan, qui était un territoire à Balle. Les bornes chronologiques qui sont concernées sont, donc on a des documents qui s'étendent du XVIIe siècle avec les fonds du secrétariat d'État à la marine, donc l'ancêtre du ministère des colonies, donc jusqu'au départ du corps expéditionnaire français en 1955 pour ce qui concerne l'Indochine. Donc les archives conservées à Aix-en-Provence intéressent les différents champs de la recherche en histoire et en sciences humaines, et alimente des sujets très variés, comme vous avez déjà pu le voir donc à travers les fonds qui vous ont été présentés ce matin. Donc, on a déjà parlé d'illustration de l'histoire politique, militaire, économique, culturelle ou sociale. Ces archives alimentent également la recherche dans d'autres grands champs des sciences humaines. On l'a déjà dit aussi, donc les archives qui sont conservées ici peuvent intéresser également les ethnologues, les anthropologues, les sociologues, et tous les champs donc, de l'histoire. Donc, ces fonds qui sont conservés à Aix sont riches et complexes et variés, hein, comme dans la plupart des centres d'archives. La richesse est due en partie donc, à la variété des typologies de documents qui sont conservés ici, puisqu'on trouve donc à côté des liasses et des registres relativement classiques, des cartes et plans, une collection d'affiches, de photographies et de cartes postales. Je tiens à souligner aussi que nous accueillons en parallèle des archives une magnifique bibliothèque qui comprend plus de 2000 références que pour l'Indochine, dont près de 400 titres de presse, et parmi ces 400 titres de presse, certains qui sont conservés uniquement ici, notamment pour la presse que je qualifierais de locale, c'est-à-dire publiée en Indochine. Donc, sur cette première diapo, on voit quelques chiffres, hein, je ne reviendrai pas dessus, sauf que, voilà, il faut quand même mentionner que nous conservons ici 38 km de dossiers de manière générale. Sur ces 38 km de dossiers, 3 km concernent les fonds territoriaux de l'Indochine, c'est-à-dire les fonds produits par l'administration sur place. Nous avons donc une salle de lecture qui est représentée sur la diapositive et que beaucoup d'entre vous connaissent. Une salle de lecture qui peut accueillir 70 lecteurs. Nous accueillons par an à peu près 2000 lecteurs, puisque, donc, comme tous les centres d'archives publics, nous sommes ouverts à tout public à partir de 18 ans. Et donc, la salle est ouverte 5 jours par semaine. Voilà, donc au niveau des chiffres, nous conservons 150 000 photographies, 60 000 cartes et plans, et donc 120 000 ouvrages de bibliothèque, donc 2000 sur l'Indochine. Donc c'est une bibliothèque spécialisée qui elle-même comporte plusieurs fonds, dont le très important fonds de l'ancien ministère des colonies. Et nous avons également recueilli la bibliothèque de l'école coloniale, donc avec des ouvrages anciens. Donc, je vais vous parler d'abord de l'organisation des fonds. Je vous disais que cette organisation reflète l'histoire des services producteurs parce qu'en archive,
contrairement à la documentation, on part d'un producteur. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle du fonds Brenier et que normalement, on ne devrait pas mélanger le fonds Brenier avec le fonds de, même si c'est son ami et qu'ils ont des rapports intellectuels, ça, c'est une démarche de documentation. Voilà, c'est un fonds d'archives se définit par son producteur. Et donc, les fonds qui sont conservés ici reflètent l'histoire des services administratifs du gouvernement français en Indochine. Donc, je ferai une distinction très classique en archives, les archives publiques et les archives privées, puisqu'ici, on a la chance, comme dans beaucoup de centres, d'avoir ces deux origines. Donc, nous avons ici une vue des magasins, puisqu'on n'a pas vu beaucoup de vues de magasins, parce que souvent, les chercheurs n'y ont pas accès, tout simplement. Donc, voilà, ici, nous avons une vue des fonds du gouvernement général de l'Indochine. Je profite de cette occasion pour signaler que nous sommes toujours ouverts pour les journées du patrimoine. Donc, vous pouvez à cette occasion-là visiter, tout le monde peut suivre les visites des magasins. Donc, les archives publiques, nous faisons une distinction ici très nette, archivistique, donc, qui correspond à l'organisation des archives entre les fonds ministériels, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, puisque ça n'était pas vraiment le sujet, et les fonds territoriaux. Donc là, je passe sur une illustration de la cartothèque et sur l'iconothèque dont je vous parlais tout à l'heure et qui constitue des fonds vraiment très, très importants qui complètent les fonds de l'IAS et de registres, notamment ici des illustrations qui proviennent de l'Agence économique de la France d'outre-mer, fonds sur lequel je reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps. Donc, les archives ministérielles, ce sont les archives qui ont été produites en métropole par le secrétariat d'État à la Marine, devenu ministère des Colonies en 1894. Ces archives ont rejoint les ANOM assez tardivement, en 1986, c'est-à-dire 20 ans après la création de l'institution, puisqu'avant, elles étaient conservées aux archives nationales sur le site parisien. Ces archives regroupent les dossiers produits par les différentes directions, services et organismes publics chargés de la gestion de l'ensemble des colonies, donc à Paris. Certains de ces fonds sont spécifiques à l'Indochine, mais la plupart, comme je viens de vous le dire, concernent l'ensemble des territoires gérés par l'administration française. Donc, dans les fonds qui concernent plus particulièrement l'Indochine, on a par exemple la série géographique que certains d'entre vous connaissent. Donc, cette série géographique Indochine qui se divise en anciens et nouveaux fonds pour des raisons archivistiques sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Mais en fait, cette série géographique est une fausse série d'archives. C'est plus une collection, en fait, qui est due au responsable des fonds des archives, donc au début du XXe siècle, qui n'était pas archiviste de formation et qui a eu une logique documentaire et qui s'est dit que ça serait bien de regrouper les dossiers de la direction des affaires politiques du ministère des Colonies, de les regrouper par territoire, donc dans une logique documentaire qui n'est plus du tout la nôtre. Donc, il a éclaté complètement ces dossiers de la direction des affaires politiques en différentes séries, donc une pour la Guadeloupe, une pour l'Indochine, une pour le Sénégal, etc. Donc, c'est donc un fonds très, très important qui se subdivise en anciens fonds et nouveaux fonds et qui concerne des dossiers donc jusque dans les années 1940. Ce fonds fait à peu près 126 mètres linéaires et c'est un des plus importants pour les fonds ministériels. Un autre fonds également qui concerne uniquement l'Indochine, c'est le fonds de la direction des travailleurs indochinois qui concerne donc les travailleurs qui ont été recrutés dans les années, donc pour la Seconde Guerre mondiale, qui concerne essentiellement des Vietnamiens, mais aussi des Cambodgiens, et qui donc est conservé ici. Dans les autres fonds très importants qui ont été produits donc, par l'administration centrale, je voudrais m'arrêter sur certains. Donc, on a bien sûr pour les fonds anciens la très importante série des correspondances à l'arrivée d'Extrême-Orient, donc qui remonte pour les correspondances les plus anciennes au milieu du XVIIe siècle et qui se présente donc sous la forme de registres, d'enregistrement de la correspondance. Donc, en fait, c'est de la correspondance à l'arrivée, qu'on appelle aussi de la correspondance passive,
c'est-à-dire c'est la correspondance qui est reçue par l'administration versante, donc, tandis que la correspondance au départ est qualifiée souvent, vous verrez dans les inventaires parfois, de correspondance active, puisqu'il s'agit en fait des services versants qui interviennent dans un dossier d'affaires par le biais de cette correspondance. Donc ici aux ANOM, on a en fait les collections complètes avec quelques lacunes, donc pour tout ce qui est secrétariat d'État à la marine et ministère des colonies, donc à l'arrivée et au départ. Sachant que les correspondances au départ sont enregistrées lorsqu'elles partent, mais elles se retrouvent, l'original de la correspondance se retrouve dans les dossiers d'affaires. Je voulais également, donc j'ai évoqué la direction des affaires politiques avec ces 2 sous-séries, qui est un fonds incontournable quand on travaille sur tout ce qui est décision prise par le ministère, décision prise à un haut niveau. Je signale la série Généralité, qui est souvent une série qui n'est, enfin, c'est une série qui, à mon sens, est peut-être pas très connue des chercheurs, parce que justement, peut-être qu'elle fait un peu peur, parce qu'elle brasse tous les sujets. Donc, c'est une série qui a été créée aussi de manière un peu documentaire et qui regroupe absolument toutes les questions gérées par le ministère. Donc, l'inventaire est désormais en ligne, donc c'est très facile de s'y repérer et de faire des interrogations par mots-clés. Et donc, c'est un fonds qui concerne l'Indochine au même titre que les autres territoires. Le fonds de l'inspection générale des travaux publics, qui est complété aussi par le fonds de la commission des travaux publics, dans le fonds dans lesquels on trouve les procès-verbaux des commissions au cours desquels étaient décidés en fait les grands travaux qui étaient prévus dans les différentes colonies, avec les questions budgétaires et les questions d'organisation. Donc, c'est un fonds qui comporte énormément de plans et de relevés qui complètent les fonds que l'on peut trouver dans les archives territoriales. Donc, j'ai mis sur cette diapositive également la direction des affaires économiques et du plan, donc, qui est le fonds de l'AFECO, qui concerne également toutes les colonies, mais qui intéresse beaucoup l'Indochine et qui surtout a une amplitude chronologique très importante, puisqu'il couvre quasiment toute la période et même au-delà. Donc, un fonds dans lequel on trouve notamment beaucoup de données chiffrées et des statistiques là qui est plus particulièrement économique comme son nom l'indique. Et enfin, je pourrais signaler également 2 autres fonds qui me semblent moi très importants et qui illustrent bien l'histoire de l'Indochine. Donc le fonds que l'on appelle la commission d'enquête parlementaire, que l'on appelle la commission de Guernu, qui est un fonds très spécifique puisqu'il ne couvre que deux années. C'est une commission d'enquête parlementaire en fait qui a été lancée sous le gouvernement du Front populaire en 1936. Et faute de moyens, cette commission n'a pas perduré au-delà de 1938. Mais cette commission avait pour but d'enquêter dans les différents territoires des colonies pour savoir quelles étaient les conditions de vie de ceux que l'on appelait les indigènes, donc des populations locales, dans le but d'améliorer ces conditions de vie d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de l'habitat également. Et pour tirer ces conclusions, cette commission s'est basée sur des enquêtes qui n'ont pas été menées par des commissaires, faute de moyens, mais des enquêtes qui ont été remplies sur place par, on va dire, le réseau de l'administration qui irriguait absolument tout le territoire, y compris à une échelle très, très fine. Et pour l'Indochine, qui est un pays de tradition, enfin pour l'Indochine qui regroupe des pays de tradition écrite très ancienne, en fait, les réponses des enquêtes sont extrêmement précises, détaillées et très illustrées, de cartes, de graphiques, de données chiffrées illustrées et de photographies également. Donc, c'est le fonds de la commission Guernu qui intéresse plus particulièrement donc, les problèmes de migration interne, les problèmes d'hydraulique agricole, d'habitat et d'artisanat et d'industrie également. Donc, je finirai cette évocation des fonds ministériels
par le fonds de l'Agence économique de la France d'Outre-mer, qui est un fonds très, très étudié, qui est très publié, et qui est un fonds assez particulier parce qu'il diffère des fonds d'archives classiques, dans le sens où cette agence qui était pour dire rapidement, qui était une agence un petit peu de propagande économique pour inciter les investisseurs à aller s'installer dans les territoires. Donc, cette agence produisait des dossiers documentaires sur des thématiques très variées qui couvrent pas seulement les champs de la recherche économique, mais aussi le tourisme, la culture. Et on trouve dans ces dossiers documentaires une multitude de pièces, de documents qu'on ne trouve pas forcément dans des archives classiques. Donc, on trouve des coupures de presse, on trouve des graphiques, on trouve des synthèses sur des thématiques. Par exemple, sur le caoutchouc, on va trouver une synthèse sur le caoutchouc en Indochine de 1860 à 1950. Alors, ça paraît effectivement très large, mais c'est un fonds qui complète les fonds d'archives à proprement parler, notamment par sa documentation photographique. Je fais juste une petite aparté sur les coupures de presse. Parfois, les coupures de presse peuvent apparaître comme des documents qui ne sont pas des sources primaires, mais parfois, ce sont des documents, une documentation très intéressante parce que, notamment dans les fonds de la sûreté, une coupure de presse signale que, tout à l'heure, on parlait de la pratique des archives et du producteur d'archives, les services de la sûreté, quand ils saisissaient un journal ou quand ils entouraient un article, ils découpaient cet article et donc ça nous renseigne sur la pratique du collecteur, qu'il soit collecteur privé ou administratif. Voilà, donc je suis désolée, je suis obligée d'aller vite, on pourrait passer 1 heure sur chaque fonds, mais voilà, il s'agit d'une présentation générale plus pour vous inciter à consulter ces fonds ministériels qui donc sont spécifiques aux archives d'outre-mer et qui complètent évidemment les archives territoriales. Alors, les archives territoriales, je vais vraiment aller très vite puisqu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin. Moi, je préfère parler d'archives territoriales, on peut dire archives locales. Je bannis absolument le terme d'archives rapatriées parce que ce sont des archives qui ont été produites sur place et qui ont été amenées en métropole en France, mais qui n'ont, pour ces archives, il ne s'agissait pas d'un rapatriement, il s'agissait d'une première venue en métropole. Ces archives territoriales, vous le savez, puisqu'on l'a déjà répété, ont été produites sur place par les différents services administratifs mis en place par le gouvernement français et correspondent aux différents échelons de l'organisation administrative indo-chinoise qui nous a été détaillée ce matin, donc, sachant que cette organisation administrative était un jeu de boîtes qui s'empilaient, donc avec à la tête le gouvernement général, puis les résidents supérieurs, les résidents donc des provinces. Donc tout cet emboîtement administratif doit être connu. À partir du moment où on travaille en archives, si on veut trouver ce que l'on cherche, encore une fois, ce n'est pas une logique de documentation. On ne va pas chercher, les archives ne vont pas être classées par thème, elles ne vont pas être classées normalement par territoire, elles sont classées par producteur. Donc, si on cherche un plan pour, je dis par exemple le pont Longbine à Hanoï, anciennement pont Paul Doumer, on ne va pas chercher que dans la direction des travaux publics, on va chercher aussi dans la direction des finances, par exemple, parce que plusieurs administrations ont été sollicitées pour la construction de ce pont. Donc ça, c'est primordial de savoir ça pour ne pas passer à côté d'un fonds d'archives. Donc ces archives territoriales concernant l'Indochine, représentent le deuxième plus gros fonds conservé à Aix-en-Provence, après celui de l'Algérie, qui est le fonds le plus important. Ces archives territoriales de l'Indochine représentent à peu près 2 km linéaires pour les fonds territoriaux. Pour les fonds ministériels, c'est compliqué, voire impossible à savoir, puisque, comme je vous l'expliquais, les dossiers sur l'Indochine dans les fonds ministériels sont mélangés avec les autres territoires. En fait, ici, nous faisons la distinction entre les fonds de l'administration coloniale avant 1945 et ceux après 1945. Tout simplement, cette répartition reflète l'organisation administrative,
puisque jusqu'en 1945, donc ça a été la période dite des amiraux pour la période de la conquête jusqu'à la création du gouvernement général, puis donc le gouvernement général de l'Indochine. Donc ce fonds des amiraux puis du gouvernement général, c'est un des fonds les plus importants qui représente, eh bien, je devrais avoir les chiffres en tête, qui représente plus de 300 mètres linéaires, à peu près 70 000 articles, sachant qu'un article, ça peut être un petit dossier de quelques feuillets jusqu'à une boîte complète qui représente un seul article. Voilà. Donc, ce fonds, évidemment, est primordial et il complète les fonds qui nous ont été présentés ce matin. Voilà, je ne reviendrai pas sur la granulométrie qu'a évoqué Sonny Le Galoudec. Effectivement, entre le rapport fait tous les 15 jours par le résident en province au résident supérieur et le rapport au gouverneur général qu'on va trouver dans ce fonds-là, il y a effectivement pas du tout le même type de renseignements, pas la même granulométrie. Ici, on aura la synthèse générale et la contextualisation par rapport à toutes les autres provinces et l'ensemble du territoire. Je mentionne ici le fonds de l'état-major des troupes de l'Indochine. Effectivement, nous avons aussi ici des archives émanant de l'autorité militaire, puisque le gouverneur général était aussi le chef des armées et avait donc un état-major et un cabinet militaire. Donc, nous avons aussi des archives militaires et dans ce fonds d'état-major, on a énormément de journaux de marche qui sont des documents vraiment très intéressants. Donc, je ne reviens pas sur les fonds des différentes résidences supérieures. J'aborde directement les archives territoriales pour la période après 1945 qui correspondent donc à la réorganisation de la présence française après la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'un haut commissariat avec donc des hauts commissariats qui donc chapeautaient l'ensemble de l'administration avec des commissariats qui se retrouvaient donc localement donc au Cambodge, au Laos, au Tonkin et au Nord-Annam. Donc, je signalerai juste dans ces fonds ces fonds territoriaux après 1945, le service de protection du corps expéditionnaire, qui porte très mal son nom, mais en fait, ce sont les archives le dernier producteur de ce fonds, c'est le SPCE. Et en fait, c'est le fonds qui concerne tout ce qui est archives de la sûreté. Donc, comme l'a dit Jade ce matin, les fonds de la sûreté sont extrêmement précieux parce que très précis, parce que très détaillés, parce que absolument tout le monde était surveillé. L'administration coloniale, encore plus que toute autre administration, était arc-boutée sur ces questions de surveillance par rapport bien sûr au mouvement nationaliste, au mouvement indépendantiste, au Parti communiste. Voilà, mais ils surveillaient tout le monde avant même de prouver qu'une association, par exemple, avait des activités politiques. Il fallait savoir qu'est-ce qu'elle faisait. Donc, on la surveillait aussi. Nous avons évidemment tous les fonds des différents cabinets, du cabinet et des différents services des conseillers rattachés au commissariat qui couvrent toutes les missions administratives donc, de ce haut commissariat, donc notamment les conseillers aux affaires politiques, affaires sociales, diplomatiques, économiques, et donc bien sûr tout l'équivalent donc dans les différents commissariats. Donc je suis désolée, je vais très vite, mais l'heure tourne et je voulais juste peut-être très rapidement revenir sur l'origine de ces archives territoriales dont il a été déjà dit beaucoup ce matin. Donc là, je vous montre juste des photographies des archives centrales donc de Hanoï, donc créées par Paul Boudet, qui était archiviste de formation et qui est venu en Indochine à la demande de l'EFEO pour une mission bien particulière et qui en fait a été en quelque sorte happé par le gouverneur général qui lui a demandé de mettre en place une direction centrale puisque des archives en Indochine étaient produites depuis les années 1850, bien sûr, par les marins, donc la marine nationale qui avait été l'acteur principal de la conquête de l'Indochine en commençant par le sud. Mais ces archives étaient dans un état lamentable.
On a des descriptions précises par Paul Boudet. Et donc, lui, son travail, ça a été de regrouper, de faire un état des lieux, de regrouper ces archives, de les traiter et donc de donner une méthode pour qu'à partir de 1917, il y ait un service central et une direction centrale, donc, dont sont héritières encore aujourd'hui nos collègues des archives du Vietnam et dans une certaine mesure aussi ceux du Cambodge et du Laos, puisque Paul Boudet a également formé des archivistes sur place, des archivistes vietnamiens et cambodgiens, par le biais de stages de formation. Donc, il me reste combien de temps? Un petit quart d'heure. Donc, je reviens brièvement sur le transfert des archives en France. En fait, ce transfert, effectivement, s'est fait dans une relative, je ne veux pas utiliser le terme de panique parce que ce n'était pas du tout le cas, c'était préparé depuis quelques années, mais c'est fait dans l'urgence. Nous avons ici, dans les archives du service, l'ensemble des courriers qui retracent cette période pour un archiviste complètement fascinante, qui était celle de la préparation du retour des archives, donc suite aux accords de 1949, donc de transfert de compétences dans le cadre de l'Union indo-chinoise. En fait, l'Indochine devait changer de statut politique et administratif au sein de l'Union indo-chinoise, au sein de l'Union française, pardon, qui a été un peu une nébuleuse administrative qui a duré le temps qu'elle a duré. Donc, dès 1950, les archivistes vietnamiens, cambodgiens, laotiens dans une certaine mesure et français se sont mis autour de table et ont discuté. Et ça a été l'occasion de discuter sur des notions très passionnantes, encore une fois, pour une archiviste, à qui appartient une archive. Et notamment, à qui appartient une archive française, c'est-à-dire produite par une administration française, mais sur un territoire qui, effectivement, à l'époque, était considéré comme une partie du territoire français, mais qui, à partir de 1950, on savait bien que ça ne serait plus le territoire français. Le seul cas précédent qui s'était présenté, c'était pour les archives de la Savoie, donc à la fin du 19e siècle. Sinon, depuis ce temps-là, la question ne s'était jamais posée. Donc, ces archivistes, on a effectivement les comptes rendus des différentes commissions et il a été décidé de définir deux notions, la notion d'archive de souveraineté et la notion d'archive dite de gestion, des archives techniques. Il a été décidé que les archives de gestion dites techniques revenaient aux futurs pays autonomes, indépendants, pour pouvoir continuer à gérer les différents services. Donc, les services de l'enseignement, de la justice, des travaux publics, de la police, et que les archives dites de souveraineté devaient appartenir à la France. Donc, parmi ces archives de souveraineté, il y a effectivement tout ce qui concerne les décisions politiques, mais pas uniquement. Il y a également tout ce qui concerne l'état civil des Français, des Européens, toutes les archives notariales, tandis que sur place, donc, restaient les archives dites techniques. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois que des archivistes, c'est-à-dire des professionnels, des techniciens des archives avaient décidé ça, il a fallu que des archivistes, vous voyez ici une archiviste de Madagascar, qui est en train de trier, puisque dans un même dossier d'affaires, on peut avoir à la fois des documents techniques, les cahiers des charges, les devis, les plans, et aussi toutes les correspondances qui appartiennent plutôt qui font partie de la décision politique. Donc, c'est pour ça que c'est un travail de très longue haleine qui a été mené entre 1950 et 1955, date des derniers départs des bateaux. Donc, tout à l'heure, Sonny Le Galoudec évoquait le fait qu'il y a eu des pertes de documents. Il faut effectivement s'imaginer que ces archives avaient été transportées déjà de Hanoï à Saigon pendant la période de l'occupation japonaise. Et ensuite, elles ont été transportées de Saigon en France. Et en France, évidemment, en 1954, les archives d'outre-mer n'existaient pas. Les archives territoriales ont donc été conservées dans différents lieux en France, notamment à Pierrefonds, qui était un monument historique. Et donc, ces archives se sont retrouvées, on pourrait dire, bon, voilà, pour moi qui suis archiviste, je pense à ça avec une certaine pointe effectivement d'émotion. Ces archives se sont retrouvées ici à partir de 1966. Et vous avez ici à gauche
à droite, donc les sous-sols du bâtiment actuel, hein, qui existait déjà et qui a accueilli donc les quelques 3 tonnes d'archives donc qui arrivaient d'Indochine et qui avaient été transportées dans des caisses. Pour la petite histoire, en fait, il a fallu faire venir l'armée pour aider à transporter et à ouvrir toutes ces caisses qui contenaient donc plusieurs tonnes de documents. Donc, il faut savoir qu'on a une autre richesse ici, ce sont les archives privées. Donc, vous avez pu voir tout l'intérêt de ces archives par le biais de la très intéressante et passionnante intervention de Fabien Bertolotti. Mais les archives privées sont aussi variées que les donateurs. Il faut savoir qu'ici, nous avons donc des archives qui proviennent soit d'institutions privées, soit d'individus, anciens fonctionnaires ou anciens acteurs de la colonisation, des archives d'associations, d'entreprises. Donc voilà, là, ici, en fait, ce sont des illustrations qui proviennent du fonds Albert Salé, donc, qui est très connu, qui est un médecin qui a été donc cofondateur de l'association des Amis du Vieux Hué. Donc, nous avons reçu cette collection il y a quelques années et donc qui se caractérise notamment par des documents de magie conjuratoire. Donc voilà. Je terminerai mon intervention par, pour faire la boucle avec ce que je vous disais tout à l'heure, nous classons des archives pour les rendre disponibles au public, hein, qu'il s'agisse du public de chercheurs, mais pas uniquement, aussi aux citoyens, hein, puisque vous le savez, les archives sont une institution fille de la Révolution française, et d'abord, les archives ont été rendues librement communicables pour les citoyens. Donc, nous avons un site internet que vous connaissez tous, j'imagine, qui est alimenté donc par des bases de données. Une base de données consacrée aux images qui est la base Ulysse. Bien sûr, le catalogue de la bibliothèque, une base nominative des bagnards, une base nominative du personnel colonial, qui est une base absolument gigantesque, qui concerne également donc l'Indochine et qui est alimentée régulièrement là depuis quelques mois, donc, et qui elle, la recherche se fait par ordre alphabétique. Nous avons également quelques documents numérisés. Il faut savoir que la numérisation des documents, nous sommes absolument émerveillés par ce que font nos collègues vietnamiens, qui mettent vraiment beaucoup de moyens pour la numérisation. Ici, nos moyens sont différents. On ne numérise pas de la même façon, donc on numérise à beaucoup plus long terme. Et donc, pour l'Indochine, pour l'instant, on n'a pas de fonds intégralement numérisés, à part les dossiers de surveillance de Nguyen Ai Quoc, Ho Chi Minh, donc qui sont en ligne. Et par contre, nous mettons vraiment beaucoup de moyens pour mettre en ligne les instruments de recherche détaillés. Donc, les inventaires. Donc, régulièrement, nous mettons plusieurs centaines d'inventaires en ligne par an. Et pour l'instant, donc, on peut annoncer que, par exemple, le Fonds du gouvernement général de l'Indochine, le fameux fichier Boudet, va être numérisé d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, comme je vous le disais, il s'agit de plus de 60 000 références. Donc, l'inventaire détaillé sera en ligne, ce qui va grandement améliorer la consultation pour les chercheurs, ainsi que la série géographique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en fait, je terminerai cette intervention en vous disant que nous avons une collection, les anomes sont absolument incontournables pour la recherche sur les colonies, vous l'aurez compris, mais c'est parfaitement indissociable des fonds qui sont conservés sur place, mais également de fonds qui sont ici, sur le territoire français, puisque les anomes sont rattachés au ministère de la Culture, qui conserve les archives de toutes les administrations, sauf celle de l'armée, qui conserve ses propres archives donc, dans ses différents centres, notamment au service historique de la Défense à Vincennes. Et bien sûr, le ministère des Affaires étrangères, qui conserve également ses propres archives, qui sont consultables à la Courneuve. Mais je ne saurais trop recommander aux lecteurs, aux chercheurs, de consulter également les archives, le réseau des archives départementales pour les fonds privés, mais pas uniquement.
Le réseau aussi des archives des chambres de commerce. Nous avons eu une très belle illustration, encore une fois, avec Fabien Bartolotti. Je ne sais plus qui a évoqué, oui, c'est Marie Aberdeen, pardon, qui a aussi évoqué le fonds Adhémar Leclerc à Alençon. Nous-mêmes, archivistes, nous faisons des découvertes régulièrement auprès de nos collègues dans un fonds, dans des archives départementales ou municipales. On découvre des fonds très, très importants. Donc, c'est vrai que le travail des historiens en archives, c'est toujours un travail de Sherlock Holmes, mais en particulier pour les archives coloniales, parce que c'est lié, encore une fois, à cette histoire coloniale. Voilà, c'est là-dessus que je terminerai. Merci beaucoup, Olivia. Alors, s'il y a des questions, on va essayer de… Béatrice. Ceux qui ne donnent pas leurs archives, il y a aussi des archives des finances, le centre des archives économiques et financières. Et là, il y a des sources pour l'histoire coloniale. Alors oui, il y a aussi les archives du Parti communiste, voilà, il y a les archives de la Banque d'Indochine. Voilà, tout à fait, les archives nationales du monde du travail qui sont, comme nous, un centre d'archives nationales délocalisé, enfin décentralisé. Oui, il y a les archives, la Banque de l'Indochine sont conservées par le Crédit Lyonnais, voilà. Oui, il y a pléthore de… Merci. Et aux archives nationales aussi, bien sûr, hein, des archives des commissions, suite à INB, les commissions criminelles sont conservées aux archives nationales, bien sûr, oui. Oui, bien s'il n'y a pas d'autres… Tout le monde est endormi. Oui, tout le monde est endormi. Madagascar sur la photo. Parce que je n'ai pas de photo de Marie-Antoinette Meignier classant les archives de l'Indochine. On a tous ses courriers et c'est vraiment… Non, je n'ai pas de photo d'elle. Donc, c'est vrai que je le spécifie toujours. Là, je l'ai mis dans la légende, mais il ne s'agit pas de l'Indochine. Voilà. Mais on imagine, parce que dans tous les territoires, en fait, l'Indochine et l'Inde ont fait un peu exemple pour ce qui est des conventions de partage des archives. Et effectivement, tout s'est très bien passé jusqu'en 1954. C'est-à-dire que les archivistes ont pu travailler dans l'urgence, mais ça a pu être… Mais par contre, ça s'est beaucoup accéléré, évidemment, après 1954. Et là, on a des courriers qui… c'est vrai que ça décrit des situations assez apocalyptiques. Quand on voit le temps qu'il faut pour traiter un fonds, pour le classer, là, ils ont été obligés de séparer des dossiers pour, justement, dans un dossier, séparer les pièces dites de souveraineté et les pièces. C'est pour ça que dans les travaux publics, beaucoup de plans sont conservés à Hanoï, enfin, au Vietnam. Et nous, ici, nous avons les cahiers des charges, les devis, les marchés de gré à gré. Donc, c'est vrai que pour les chercheurs, ça demande de faire le grand écart qui est assez coûteux en temps. C'est vraiment complémentaire pour le coup. Oui. Bon, nous, ça nous permet de passer des conventions avec nos collègues vietnamiens, entre autres, puisque je ne l'ai pas dit, mais nous avons une convention depuis très longtemps avec nos collègues vietnamiens. Et bien sûr, les collègues vietnamiens, cambodgiens et laotiens font partie du comité des archivistes. Ils ont leur comité pour le sud-est asiatique auquel nous participons régulièrement. Voilà. Est-ce que sur les archives privées, je me demandais, est-ce qu'il y a des restrictions particulières sur certains fonds privés ou tout est accessible à partir du moment où ça rentre aux ANOM, c'est… je ne sais pas. Alors non, je souris parce que les fonds privés, c'est très compliqué d'un point de vue juridique notamment. C'est-à-dire que les archives privées qui rentrent aux ANOM ne deviennent pas publiques pour autant. Elles restent archives privées. Donc, normalement, pour les dons récents, ou on va dire des 30 dernières années, il y a des conventions de dons dans lesquelles le donateur, qui reste propriétaire, pour ainsi dire, lui donne ses conditions. Voilà. Donc, il peut très bien dire… c'est ce que j'expliquais à midi au déjeuner. En général, quand un donateur fait don de sa collection, c'est qu'il veut l'ouvrir au plus large public et il souhaite aussi que ces fonds soient conservés de manière pérenne, dans de bonnes conditions de conservation, avec donc un instrument de recherche. Mais il peut tout à fait dire, c'est moi qui décide si ce fonds est consultable ou pas ponctuellement. C'est-à-dire qu'on me demande la permission avant de consulter. Voilà. Ah oui, ça, c'est tout à fait possible. Donc ça dépend des fonds pour le coup. Ça dépend du contrat de donation. Après, nous, on a beaucoup de fonds
qui en fait sont là depuis très très longtemps. Donc, ils correspondent là, de toute façon, la communicabilité, du coup, correspond à la communicabilité générale régie par la loi des archives, donc le code du patrimoine. Voilà. Mais le donateur peut tout à fait, lors de la convention de don, mettre quelques restrictions, mais encore une fois, de manière générale. Oui, je souhaite quand même que ce soit ouvert. Voilà, que ce soit ouvert, mais peut garder un regard voilà, par le biais d'une demande spécifique. D'accord. Jade, tu voulais dire quelque chose? Je vois que tu as la main levée. Oui, j'avais une question. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Jade, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça n'a pas l'air de marcher. On t'entend dans... Ah, c'est peut-être moi qui n'ai pas remis le volume. Je ne sais pas. Non, on n'entend rien du tout. Allô? Ah si, c'est bon. Ok, merci. Alors, merci pour vos présentations. Alors, moi, j'avais 2 questions pour Olivia Pelletier. Je voulais savoir au niveau des archives publiques, est-ce que, qui ont été donc ramenées enfin, qui ont été emportées en France, est-ce que tout a été traité? Est-ce que tout est classé? Est-ce que tout est consultable? Et ma deuxième question, elle concerne les collaborations avec le Vietnam. Est-ce qu'il y a une collaboration avec tous les centres nationaux ou avec certains centres en particulier? Alors pour la première question, malheureusement, je répondrai non. Tous les fonds ne sont pas classés. Pour les fonds territoriaux, alors les fonds ministériels, oui, sont classés et tous communicables puisqu'ils sont tous munis d'un instrument de recherche. Ce n'est pas le cas pour les archives territoriales, pour lesquelles je dirais qu'il y a un peu plus de la moitié qui sont classées et donc communicables, puisqu'elles ont un instrument de recherche. Et donc, c'est notre travail. On travaille à classer de plus en plus de fonds, mais c'est vrai que c'est très long parce que les fonds sont parfois assez complexes et à cause de cette histoire, de leur histoire propre, deux fonds sont parfois mêlés. Voilà. Je viens par exemple d'encadrer une stagiaire en Master 1, en Master 2 archives, donc qui est restée 4 mois. Nous étions partis pour classer le fonds du cabinet civil des gouverneurs Brévier et Catroux, qui sont donc les 2 gouverneurs qui précèdent l'immédiate période japonaise, on va dire. Et donc, nous sommes partis pour classer un fonds de 15 mètres linéaires et finalement, après le récollement, puisqu'on commence toujours par un récollement, on s'est rendu compte qu'il ne faisait plus que 7 mètres linéaires, que tout le reste était le fonds de la direction du service de la propagande. Donc, en fait, voilà, on découvre des choses, bien sûr, même si on a des bordereaux de versement, si on a des listes par caisse, mais vous avez vu, entre les caisses telles qu'elles étaient et les boîtes telles qu'elles sont sur les étagères. Alors, c'est vrai qu'on peut j'imagine qu'un historien peut se dire, mais enfin, ça fait depuis 1966 que ces boîtes sont sur des étagères. Mais c'est vrai que mes prédécesseurs ici ont énormément travaillé. Ça a été un vrai casse-tête. Ils ont fait vraiment un travail de titan, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que ils sont partis du plus général pour rendre communicable le plus d'archives possible. Et maintenant, on affine. Mais même le fonds du gouvernement général que je pensais être fini de classer ne l'est pas, puisqu'on est retombé donc, sur des dossiers du gouvernement général. Donc, voilà, on s'active pour classer ces fonds, aussi bien pour la période avant 45 qu'après 45. Et pour la deuxième question, que j'ai déjà oubliée, la deuxième question, c'était sur les collaborations avec les centres. Oui, bien sûr. Alors, nous avons signé, donc il y a une convention qui a été signée avec les Archives nationales du Vietnam. Donc, ça, en fait, c'est le SIAF, Service interministériel des Archives de France, qui a signé avec la direction
des archives du Vietnam, et nous passons toujours par l'administration centrale. Mais nous avons des collaborations avec tous les centres, avec le centre numéro 1, le centre numéro 3, un peu moins avec le centre numéro 4, même si nous avons reçu ici la directrice il y a quelques années. Et en fait, ce sont surtout des opérations de mise en valeur des archives, donc par le biais d'expositions, donc qui ont eu lieu à Hanoï. Voilà, nous avons aussi prêté beaucoup de... Alors, ça se fait par le biais d'images numériques, en fait. Et donc, je remercie Jade de me donner l'occasion de parler du portail France-Vietnam que j'allais oublier. Donc, nous avons ouvert, donc, en collaboration avec nos collègues des Archives nationales du Vietnam, un portail qui se veut être une ressource partagée. Et ce portail France-Vietnam est consultable donc sur le portail France Archives, côté français. Et donc, il est accessible aussi sur le site des Archives nationales du Vietnam. Donc, si vous allez sur le portail France Archives, il vous suffit de taper ressources partagées, ressources archives partagées France-Vietnam. Donc là, vous trouverez un petit historique des deux pays et effectivement, du point de vue des archives, et un petit résumé de la collaboration depuis 2009. Merci. Dans ces cartons qui ont été retrouvés du gouvernement général. Alors, ils n'ont pas été retrouvés, ils ont été classés. Ils ont été classés, c'est bon, ok. Attention, on est très susceptible. D'accord. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un dépôt d'archives, on a un récollement général qui est fait régulièrement. Et on travaille sur, quand on n'a pas fait ce récollement, on a des bordereaux de versement. Et donc là, actuellement, pour certains fonds, on travaille sur les bordereaux de versement de 1954. Donc, on sait ce qu'on a, mais quand on ouvre la boîte, on trouve des choses différentes. Et puis, comme je vous disais, comme effectivement, ces boîtes, elles ont été transportées presque une dizaine de fois, il y a pu y avoir des mélanges. Donc là, effectivement, il y a un fonds, par exemple, qu'on appelle le fonds qui s'appelle le fonds de la documentation. En fait, c'est le fonds de la sûreté. Et dans ce fonds, c'est évident que quand on va commencer à vraiment faire le récollement boîte par boîte, on va forcément tomber sur des sous-fonds, des sous-séries. Donc là, effectivement, on a trouvé les archives de la direction de la propagande. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient perdues. On savait puisque c'était un service qui dépendait du gouvernement général. Mais pour l'instant, on n'avait pas trouvé ce reliquat, puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans des questions techniques, mais en fait, quand Paul Boudet a créé les archives, c'était un système très moderne. Et lui, il a créé des archives de gestion. Il n'a pas créé des archives historiques. Donc, il a créé son cadre de classement pour pouvoir intégrer les versements des différents bureaux. Mais il faut savoir que quand en 1954, les archives sont parties, il y avait à la fois les archives qui avaient déjà été classées, et donc qui étaient aux archives centrales, mais il y avait toutes les archives qui étaient dans les bureaux producteurs. C'est pour ça que pour le bureau de la propagande, les archives qui avaient déjà été déposées sont actuellement dans le fichier Boudet. Et ce qu'on a retrouvé l'autre jour, c'est les archives qui probablement, en tout cas c'est mon interprétation, sont venues directement des bureaux producteurs et qui n'étaient pas encore passées par le traitement des archives centrales. C'est pour ça qu'elles sont séparées et pas encore classées. Voilà. Elles n'ont pas eu, les archivistes sur place n'ont pas eu le temps de les classer. Donc c'est très émouvant aussi d'ouvrir des boîtes qui n'ont pas été traitées depuis nos collègues des années 50. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore la journée. On a pris un peu de retard, donc je ne vais pas... peut-être que Béatrice, tu voudrais clore par quelques mots. On remercie encore peut-être les ANOM pour leur accueil pour cette journée. L'Irasia peut-être. Oui, et puis l'auditoire. Et puis tout le public d'avoir été présent. Je ne sais pas quelles sont vos spécialités, tout ça, mais sur le panorama présenté a été très très vaste, tant sur le plan géographique que chronologique que
thématique aussi. Et puis voilà, on a beaucoup voyagé. C'était du coup une journée vraiment très enrichissante à mon sens. Hein. Et voilà, et ça donne vraiment qu'une envie, c'est de foncer à Hanoï et dans tous les centres et au Cambodge. Et puis, voilà, merci beaucoup. On voit aussi la diversité des travaux qui peuvent être faits par rapport avec les archives. Et ça, je crois que c'est la richesse aussi à la fois des archives et du travail des historiens. D'une façon générale, je pense qu'on peut souligner les thématiques. Ce n'est pas forcément d'ailleurs pour les historiens, mais aussi. Il y avait un comptable qui était là, un spécialiste de sciences de gestion, qui est passionné par les approches historiques et par les archives, beaucoup en littérature aussi. Et je crois qu'on va apprendre des croisements de ce type-là. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mais en tout cas, merci parce que ça apprend énormément. Bon, eh bien, on va clore cette journée. Merci à tous les participants et puis au public d'avoir répondu présent pour cette journée. Voilà, à bientôt. Bonne soirée.